Bienvenue à toutes et à tous dans La Boîte à Gants, le podcast qui donne de la voix à vos histoires automobiles, mais pas que. Je suis Yann Delplanque et chaque semaine je vous en partage de nouvelles. Aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial puisqu'il s'agit d'un hors-série sponsorisé. J'ai créé ce nouveau format suite aux nombreuses demandes que j'avais de personnes voulant raconter leur histoire sur le podcast, tout en parlant de leur entreprise ou de celle qu'ils représentent. Pour autant, ne voulant absolument pas sacrifier la qualité du podcast, je reste très attentif quant aux anecdotes et souvenirs partagés, qu'il s'agisse d'un épisode sponsorisé ou non. C'est pour ça que j'ai refusé de nombreuses demandes, parce que je les estimais pas suffisamment qualitatives pour régaler vos oreilles. Mais donc pour ouvrir le bal de ce nouveau format, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Cave, fondateur de HPA Motors, le site web de passionnés qui met en relation acheteurs et vendeurs d'autos exceptionnels dénichés aux quatre coins du monde. Il nous conte son enfance et la genèse de sa passion automobile entre moderne et classique. Pierre nous fait aussi part du rêve que beaucoup d'entre nous ont eu, celui de devenir pilote, de son passage à l'école FFSA, de l'achat de son premier karting en vidant les boîtes à gants, c'est son expression, pas la mienne, jusqu'à devenir vice-champion de France en 2019 avec l'Amo Racing Team en TTE Formula Cup avec sa formule Renault 2 litres à l'histoire insolite. Cette passion lui vient de son père qui a malheureusement disparu des suites d'une longue maladie lorsque Pierre passait son bac. Avant de partir, son père a tout fait pour acquérir les autos dont il rêvait et vivre sa passion à fond, se sachant condamné. C'est dans cet esprit de vraiment vivre les choses au maximum que Pierre a finalement décidé de créer HPA Motors afin de faire de sa passion sa vie et d'accompagner ses clients à réaliser leurs rêves automobiles. Vous verrez que cet épisode ne manque pas d'anecdotes et de souvenirs croustillants. Vous retrouverez toutes les coulisses du podcast sur Instagram, @dbg_podcast, et pouvez découvrir aussi les vlogs sur la chaîne YouTube dans la boîte à gants. Pour l'instant, il y a seulement celui correspondant à l'épisode que j'ai enregistré avec Adrien Parasol. D'ailleurs, je le salue parce qu'il est en ce moment aux 24 heures moto. Il est en train de rouler en endurance. Je lui souhaite du courage et de la réussite. Mais il y a d'autres vlogs qui vont arriver très vite et je vous en promets un pour la semaine prochaine. Normalement, ça sera celui de François Delecourt. Pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et sur YouTube, à activer les notifications pour ne rien rater des prochains épisodes. Vous pouvez aussi découvrir tous les épisodes qui sont déjà sortis, il y en a actuellement 49. Avant de débuter cet épisode, j'ai un petit service à vous demander. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez laisser un commentaire sur Apple Podcast, rien de plus simple. Cela prend 2 secondes et c'est bien évidemment gratuit. Il faut simplement un iPhone ou un Mac. Un seul commentaire suffit puisqu'il n'est pas assigné à un épisode précis, mais à l'ensemble du podcast. Cela permet au podcast de gagner en visibilité et donc par conséquent de pouvoir convaincre des invités toujours plus incroyables de venir dans la boîte à gants. Et croyez-moi, de l'incroyable, il va y en avoir. Je vous souhaite un bon épisode. Salut Pierre. Salut Yann. C'est un plaisir de te recevoir dans la boîte à gants chez toi. Bah écoute, merci à toi de m'interviewer, on va dire. C'est un épisode un peu spécial, on a essayé d'en faire un hors-série. Mais est-ce que tu peux te présenter un peu en 2 mots pour les gens qui ne te connaissent pas ? Me présenter, écoute, moi je suis quelqu'un de très jeune, je vais sur mes 23 ans. J'ai la chance d'avoir un gentil papa qui m'a issu une belle passion qui est l'automobile. Ça a commencé très jeune, tout simplement. Mon père a toujours eu de très belles voitures. J'avais un oncle également qui avait été pilote par le passé, qui a fait le Dakar dans les grandes années, dans les années 80. Il avait fait également pas mal d'autres courses, la Coupe Gordini notamment et tout. Donc j'ai eu cette grande passion très jeune. J'ai toujours voulu avoir une vocation de pilote, on va dire, et d'être dans ce milieu. Malheureusement, mes parents m'ont dit, écoute Pierre, c'est les études et si t'es pas bon, c'est pas de voiture. Donc... Pour revenir un peu à ton enfance, tu m'as raconté que t'as côtoyé des superbes autos très jeunes parce que justement ton père était chirurgien, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Donc a eu les moyens de s'acheter des voitures assez cool. C'est quoi un peu tes premiers souvenirs d'auto qui t'ont marqué ? Mes premiers souvenirs d'auto, ça a été de la moderne comme de la classique. Il y a eu, j'ai un souvenir où à un moment mon père avait une Austin Healey, une BJ8 notamment. Donc j'ai des souvenirs assez jeunes, je devais avoir 6-7 ans là-dedans, c'était vraiment très sympa. Après j'ai des souvenirs, notamment un qui me vient, on en avait pas parlé avant mais qui me vient, où mon père m'amenait tous les matins à l'école. Il avait à l'époque une Porsche 997 et je me rappelle, il y avait une côte qui menait à l'école tous les matins. Je lui disais écoute papa, on va être en retard, c'est le moment d'appuyer.
Et bien sûr, tous les matins, il appuyait comme un fou dans cette cote et ça me vient, c'était assez amusant. T'as des souvenirs aussi avec, tu en parlais de ton oncle, mais une anecdote, je crois que tu m'en avais parlé, une anecdote avec une 599 GTB. Exactement, tout à fait. Donc Ferrari. Hein. Ouais, Ferrari. Un jour, mon oncle garait sa Ferrari toujours chez moi à la maison. Et un jour, je l'aide à manœuvrer la voiture pour la sortir du garage. Et il me dit, bah, écoute, pour te remercier, viens avec moi, on va faire un petit tour. Donc à l'époque, la Ferrari venait de sortir, c'était la dernière qui venait de sortir, c'était l'équivalent de la 812 aujourd'hui. Donc tu as une dizaine d'années Ouais, c'est ça. Moi j'ai une dizaine d'années, je suis assez jeune, et il me dit viens, sauf que j'étais jamais monté avec lui en voiture jusque-là. Et en fait, je me suis aperçu que c'était un fou. Littéralement, c'est-à-dire qu'on était à des vitesses qui étaient monstrueuses. On avait pris 300 sur une autoroute, si tu veux, qui était à l'époque, il y avait un poil plus de tolérance qu'il y en a aujourd'hui, mais bon, c'était quand même un gros risque. Et pourtant, vous étiez assez loin de l'Allemagne, hein, je crois. Ouais, c'était border quand même. Hein. Et donc, si tu veux, je suis rentré à la maison, j'étais livide. Ma mère me dit qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien. Ça allait un peu vite quand même, mais je garde un très bon souvenir de ça et de cette voiture. Et parmi les autres voitures qui t'ont marqué, tu m'as parlé aussi d'un modèle qui aura son importance par la suite. C'est la Maserati Quattroporte, c'est ça? C'est la Gran Turismo. C'est la Gran Turismo, pardon. Tout à fait. C'est une voiture que ton père a eue? En fait, si tu veux, cette voiture, mon père voulait l'avoir. C'était à l'époque où elle est sortie, donc la Gran Cabrio, exactement. C'est la version cabriolet de ce modèle-là. Malheureusement, il n'a pas eu, et j'ai un souvenir, petit étant à Saint-Jean-de-Luz, où un ami de mon père venait d'avoir la Gran Turismo, pour le coup. Il m'avait pris dans cette voiture, et c'était un truc monstrueux. Elle faisait un bruit qui était magnifique, on n'avait pas pu accélérer, mais c'était un truc de ouf. Et je me suis toujours dit, cette voiture, je veux l'avoir. Mon père l'a pas eu, je veux l'avoir. Et je te parle de ça, c'était il y a 1 ou 2 ans de ça. Quand j'ai lancé ma société HPA Motors, un peu après, j'ai décidé de réaliser un de mes rêves, qui était le fait d'avoir une Maserati Gran Turismo. Et après de multiples recherches, j'ai un ami qui travaille chez Maserati à Toulouse et il me dit écoute, on vient de rentrer celle-ci, c'est une Gran Turismo S. Dans ma tête, c'était pas dans mon budget. À la base, je voulais partir sur une Gran Turismo tout court, qui est le modèle 4 litres 2. Et il me dit écoute, on a une 4 litres 7 qui a un peu de kilomètres, mais qui rentre dans ton budget, qui a une très belle configuration, qui était noire, intérieur noir avec les surpiqûres et l'Alcantara. Et j'ai dit banco, je la prends. Et donc du coup, j'ai eu, là je l'ai revendue en décembre dernier, j'ai passé 1 an avec cette belle voiture qui a suscité beaucoup d'émotions, je pense que tous mes amis peuvent en témoigner. Et c'est une voiture qui est juste fabuleuse en termes de conduite, c'est pas ouf, franchement, on va pas se mentir, c'est une voiture qui est très lourde, qui a un train avant qui est nul. Le seul truc, c'est 440 chevaux. On est sur une propulsion et qui a une sonorité qui est inégalable. Donc il suffit de la sonorité et t'as déjà tout dit sur cette voiture. C'est incroyable. Franchement, j'ai acheté cette voiture juste pour le look qui est pour moi indémodable et la sonorité qui dépasse tout. On va voir tout au long de cet épisode, mais c'est beaucoup de rêves que tu accomplis au fur et à mesure. Et j'espère en avoir pas fini avec ça. Ah bah j'en suis sûr. Pour rester un peu sur ton enfance, donc il y a plein de voitures qui t'ont marqué. Tu m'avais parlé aussi d'une Aston Martin DB9. Tout à fait. D'une TR3, Triumph TR3. Ouais, tout à fait, exactement. Donc vraiment, comme tu disais, du récent et plus classique. De l'ancien, c'est ça, tout à fait. Comment ça se passe un peu pour toi? Donc tu l'expliquais, tu rêves d'être pilote. Tes parents te disent plus ou moins niet. C'est ça, tout à fait. J'étais, je l'avoue, j'étais sans dire de vulgarité, un mauvais élève. Donc j'ai malheureusement pas pu rentrer dans ce milieu tôt, on va dire. Il se passe une anecdote où j'ai à ce moment-là 17 ans. Je fais un karting avec un ami de mon père qui s'appelle Philippe Douste-Blazy, que certains connaîtront sûrement. Un homme politique. Tout à fait. Lui était un pilote par le passé. Ils se sont rencontrés avec mon père à la fac étant plus jeune. Et lui, il a fait le Monte-Carlo, il a fait pas mal de courses. On va refaire un karting en Espagne pendant les vacances. Et je lui colle un tour en l'espace de 10 minutes, un truc comme ça. Il me dit, écoute, Pierre, c'est fantastique. Je pense que tu as un talent là-dedans. Il faut vraiment que tu avances dans l'automobile et que tu te mettes... que tu pousses le pilotage, on va dire. Et il en parle à mon père et à ma mère. Mes parents disent non, c'est mort, il est hors de question que Pierre conduise, donc c'est mort. Et moi, je m'étais mis cette idée dans la tête de quand même continuer à poursuivre ce rêve. Je me suis dit, bon, très bien, j'ai quelques économies de côté.
Je fonce. Donc là, j'ai 17 ans, je vide toutes les tirelires que j'ai, je fais les boîtes à gants de toutes les voitures pour trouver l'euro symbolique qui va me permettre de m'acheter mon premier karting. On dira jamais assez, les boîtes à gants, c'est quelque chose de très important. Exactement. Je tiens à le souligner, c'est le plus important. Donc si tu veux, je fais toutes les boîtes à gants, je fais toutes les tirelires, je demande un peu d'argent à droite à gauche, ne serait-ce que 5 euros, mais si tu veux, ça me permet de me payer mon premier karting. Je fais un peu ça dans le dos de mes parents, ils le savaient inconsciemment sans me le dire, et ils m'ont laissé le faire quand même coûte que coûte. Seulement arrive le problème où j'ai un karting mais j'ai pas le permis encore. Et malheureusement j'avais pas la place de faire du karting dans mon jardin, donc si tu veux c'était un peu compliqué. Je me fais un ami qui aujourd'hui est un de mes meilleurs amis, qui s'appelle Laurent Lamolinerie, qui a un team qui s'appelle l'Amo Racing Car. Et ce fameux Laurent me dit, écoute, très bien, tu veux faire de la course automobile, tu veux faire du karting, on va en faire ensemble. Donc on a continué à faire du karting ensemble. Après je me suis fait un autre pote qui est aussi un très bon ami, Romain Brovia, avec qui lui avait le permis, et on partait tous les week-ends faire du karting à Toulouse, sur le circuit de Muret exactement, et ça a été fantastique avant de passer à l'étape supérieure. Juste pour faire un petit retour en arrière, tu m'expliquais qu'au moment de ton brevet, tu avais une tentative en FFSA. C'est ça. En fait, si tu veux, quand j'étais en troisième... Tu peux expliquer un peu ce que c'est? En fait, si tu veux, la FFSA Academy, c'est une école de pilotage, tout simplement, où tu vas dans l'espoir un jour d'arriver jusqu'au grade de la Formule 1. C'est une école où tu continues tes études, mais c'est un emploi du temps qui est aménagé. En même temps, tu es dans une saison de voiture, tu apprends tout, tu apprends des aspects mécaniques, des aspects de pilotage, dans le but d'être formé pour être pilote par la suite. Donc à ce moment-là, je suis en classe de troisième, je me prépare à aller là-dedans, mais j'ai réussi à convaincre mes parents. Seulement à ce moment-là, mon père tombe malade et je laisse tomber ça, je continue mes études en seconde générale et je reste là où j'habitais. Parce que ton père a une maladie qui demandait aussi une attention et des soins qui étaient tout particuliers. Exactement. Il a eu, ouais. Et donc c'est là aussi où naît un rêve de ton père de constituer un garage, parce qu'il sait son temps de vie limité. Exactement. Du fait de sa maladie. Tout à fait. À ce moment-là, il se dit bon, très bien. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une famille qui m'a mis un peu à l'écart de tout ça, du moins qui m'a pas dit certaines choses. Et aujourd'hui, je les en remercie parce que j'aurais eu une vie beaucoup plus compliquée si j'avais su l'issue finale aussi rapidement. En revanche, du coup, j'ai pu partager cette passion 2 fois plus avec mon père à ce moment-là, où lui s'est dit ok, je suis condamné maintenant. Par contre, je vais réaliser mon rêve, c'est de faire une collection de véhicules, acheter les plus belles et foncer. Et c'est quoi parmi ces autos? On va pas toutes les citer du tout, mais une qui te marque particulièrement? Une qui me marque, avec laquelle j'ai le meilleur souvenir, c'est une Alpine. Une Alpine A110, une 1600S exactement. Je me souviens un jour où je suis avec mon père. L'histoire part d'avant. Mon père fait le tour auto en 2014. Il était déjà malade à ce moment-là, mais il arrive à faire le tour auto. Et pendant le tour auto, un jour, il m'envoie une photo avec une Alpine derrière la voiture qu'ils avaient en assistance. Une Alpine A110 qui sort de nulle part. Et il me dit, voilà, cette année, non seulement on n'est pas en panne, mais on repart avec 2 voitures. Je dis, comment ça avec 2 voitures? Donc je vois l'Alpine, je suppose que c'est ça, je l'appelle, je dis, mais qu'est-ce que t'as fait? Et il me dit, écoute, je viens d'acheter la voiture, il y a 2-3 détails à peaufiner, elle part en carrosserie, mais après elle arrive à la maison, ça va être fantastique. Et donc du coup, on a cette voiture, la voiture sort de carrosserie, quelques mois après, elle vient à la maison. Mon père m'amène au McDo et un jour, par hasard, on se retrouve sur le périphérique à côté de chez moi et il me dit faut que je te dise un truc. Tu le dis pas à ta mère, la voiture, elle est à toi. Je dis comment ça, la voiture est à moi? Il me dit oui, je me suis démerdé, la carte grise est à ton nom, c'est ta voiture, garde-la. Et donc là, si tu veux, est née la passion alpine, de mon côté en tout cas, où par la suite, une fois que j'ai eu le permis, j'ai pu goûter aux joies de l'Alpine qui glisse partout, qui a un moteur qui est rageur, qui est la légèreté aussi. La légèreté, on en parlera plus tard, mais c'est vrai que aujourd'hui, c'est la clé du pilotage et d'une vraie voiture de sport. Tu y faisais allusion tout à l'heure, mais malheureusement, ton père est décédé au moment de ta terminale, c'est ça? C'est ça. Donc toi, tu t'es un peu perdu. Je me suis perdu, oui et non, si tu veux. Ça, c'est vrai que ça m'a énormément impacté, ma famille autour également. Maintenant, si tu veux, il faut voir le côté positif des choses. Ça m'a permis de faire des choses que j'aurais jamais pu faire
je pense, si mon père était toujours là aujourd'hui, à savoir qu'aujourd'hui, je vis pleinement ma passion, que ce soit par le biais du pilotage, parce que on en parlera par la suite, j'ai pu faire de la course automobile en amateur plus loin. J'ai pu acheter des voitures aussi que j'aurais sûrement pas pu acheter avant, et j'ai pu créer ma société aujourd'hui grâce à ça. Finalement, c'est un peu l'élément déclencheur qui te dit il faut profiter de la vie et il n'y a pas le temps pour faire autre chose que ce qui t'intéresse vraiment, ce qui te plaît vraiment. Tout à fait, ça m'a permis d'avoir une philosophie de vie qui est en caricature un petit peu, de dire ok, vis chaque jour comme si c'était le dernier. J'ai vu que la vie était très courte, qu'on n'avait pas le temps de se prendre la tête plus ou moins, donc maintenant, si tu veux, je fais en sorte de pas me prendre la tête, tout simplement, de kiffer et de tous les jours rencontrer des gens qui sont plus intéressants que les unes que les autres, de pouvoir créer ma société, de travailler pleinement là-dedans, de m'éclater dans ce que je fais. Et aujourd'hui, au final, j'en remercierai jamais autant ma famille, mon père, de pouvoir me permettre de faire ça, parce que c'est une chance que j'ai au quotidien. Et pour les gens qui nous écoutent, je fais passer ce message, franchement. Vous prenez pas la tête et kiffez au quotidien, parce que c'est la meilleure des choses à faire. Et pour revenir sur les boîtes à gants, parce que ça aussi c'est quelque chose de très important, donc tu racles cette fameuse boîte à gants, et toutes les boîtes à gants d'ailleurs. Toutes les boîtes à gants. Et à 18-19 ans, tu arrives à t'acheter une Formule Renault. Tout à fait. Accidentée, c'est ça ? En fait, si tu veux, l'histoire elle est assez amusante. Je fais un nouvel an avec ce fameux Laurent Lamolinerie. Ouais. Et arrivé à 3h du matin, on était un petit peu amochés, et je lui dis, on parlait de voiture, j'ai dit écoute, si tu me trouves une voiture de course pour tel prix, c'était un prix qui était dérisoire à l'époque. Est-ce qu'on peut parler de prix ou... Ouais, je lui ai dit écoute, tu me trouves une voiture de course pour 10 000 euros, je l'achète. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ok. Il était 3h du matin, j'étais KO, nouvel an. Il me dit écoute Pierre, j'ai peut-être un truc. Il y a un pilote qui a craché sa voiture le week-end dernier à Dijon. Il vend sa voiture, seulement il en veut pas 10 000, il en veut 13 000. Je lui dis écoute, très bien, tu lui en proposes 5 000. Il me dit 5 000, il voudra jamais. Je lui dis fais-le. Le lendemain, il appelle, il lui dit écoute, pour 5 000 euros, j'ai un client. L'autre, bien sûr, non, c'est mort. Je dis ok, je monte à 6 500, mais pas plus. À 6 500, j'achète la voiture. Tu t'as fait un coup de fusil, quoi. J'ai fait un coup de fusil. Par contre, j'achète une voiture accidentée à ce prix-là. Donc après, on remonte tout, il y a quand même des pièces, il y a de la main-d'œuvre, etc. Mais on arrive à se débrouiller pour que j'ai une voiture de course. Seulement, c'est beau d'avoir une voiture de course, mais maintenant, il faut rouler avec, il faut financer tout ça, et c'est là où c'est compliqué. Donc, ce que je fais, c'est que à ce moment-là, Laurent m'appelle, il me dit, écoute, Pierre, il y a un pilote israélien qui s'appelle Dekel Nahar, qui veut rouler avec ta voiture l'année prochaine, il veut faire le championnat TTE. Est-ce que tu accepterais Tu peux expliquer ce que c'est que le championnat TTE ? Le championnat TTE, c'est plus ou moins l'équivalent du championnat de France aujourd'hui. Ils font rouler des berlines, ils font rouler des GT, des prototypes, et notamment, ils ont un championnat qui s'appelle la Formula Cup, qui est un format dédié à la Formule Renault. Donc à ce moment-là, dès qu'elle me loue la voiture pour une saison, on trouve un arrangement. Si tu veux, il me donne une partie, et l'autre partie, si tu veux, il m'aide. À l'époque, j'étais en train de monter ma boîte, HPA Motors, et lui travaille chez Facebook, il est ingénieur là-bas. Et en fait, si tu veux, dans l'arrangement qu'on avait trouvé, dans la location, donc j'avais bien sûr une partie qui était financière purement, et une autre partie où, si tu veux, le prix était moindre, mais il me faisait des crédits pubs sur Facebook et tout, notamment pour m'aider à me faire connaître, avoir un peu plus de visibilité et tout. Donc l'année se passe, ça me finance ma saison de l'année d'après. Donc en 2019. On est en 2019. Donc t'as 20 ans. J'ai 20 ans, on est en 2019, et si tu veux, je peux enfin vivre ma passion. Je fais une première course à Manicourt, je m'éclate. Ça, c'était fou, et là, je me dis, ok, très bien, je fais toute la saison. Donc là, je rentre dans le trophée Tourisme Endurance, je roule bien sûr avec le Team Lamo Racing Car, et je fais une saison de malade. Je suis garé complet parce que j'avais très peu d'expérience dans le sport automobile. J'avais fait un peu de karting, j'avais conduit beaucoup de GT, beaucoup de VHC également, de voitures anciennes, mais j'avais très peu d'expérience au final. Je suis garé complet. Au fur et à mesure de la saison, ça avance, je progresse, j'apprends beaucoup. On fait beaucoup de data, on regarde beaucoup de vidéos, de caméras embarquées. Je fais beaucoup de simulateurs également, ce qui me permet d'avancer. Je fais pas mal de karting à côté. Je me fais une préparation physique également, parce que c'est quand même un sport qui nécessite pas mal de préparation. Et je me lance complètement là-dedans. Je fais cette saison, et à la fin de la saison, je deviens vice-champion du championnat TTE. Donc c'est plutôt des gentleman drivers ? C'est plutôt des gentleman drivers qui ont beaucoup d'expérience en revanche. C'est-à-dire que la personne avec qui je me battais pour le titre en question, c'était quelqu'un qui avait fait Le Mans, qui a fait beaucoup de Formule 3 par le passé, qui roulait énormément, si tu veux. Donc c'était
Pour moi, jeune rookie, si tu veux, c'était déjà une chance aussi de me battre face à des gens comme ça, parce que ça m'a permis d'apprendre énormément et par la suite de les challenger et à la fin d'arriver à être vice-champion. Pour illustrer un peu cette saison, tu m'as raconté une course sur le circuit Bugatti, si je me souviens bien. Tout à fait. Qu'est-ce qui se passe sur cette course-là? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'aux essais, on a un problème de démarreur. La voiture part pas, je peux pas faire on a 3 séances d'essais, je fais la première, mais je peux pas faire ni la deuxième ni la troisième, c'est très compliqué. On fait les qualifications, la voiture démarre pas, je finis par arriver à démarrer au milieu de la séance. Donc si tu veux, je pars avec un gros handicap, j'ai très peu roulé, le circuit je le connais pas, je l'ai fait une fois avec une Alpine qui n'a rien à voir avec une Formule Renault, et sur le sec, là on est sur la pluie. Donc ça n'a rien à voir, c'est très compliqué. Je me retrouve en qualif, je me qualifie sur les 20 voitures, je me qualifie 19, je crois. C'était vraiment minable. Course 1, une pluie battante. Je fais un départ de folie, et là je fais une course que j'aurais jamais pensé. Je remonte 4e au classement général et premier de la catégorie. Donc c'était impressionnant, sachant que ce qu'il faut préciser, c'est que la voiture avec laquelle je roulais était de 2008. On avait 2 plateaux, c'est-à-dire qu'il y avait le plateau des voitures allant jusqu'à 2008 et de 2008 jusqu'à 2013. C'est 2 voitures différentes, on a un moteur qui est différent, une aéro différente, une voiture beaucoup plus évoluée, notamment au passage de rapport qui est ou avec un shifter pour ma voiture en l'occurrence, ou des palettes au volant. En moyenne, il est question de 3 secondes au tour sur un circuit normal de différence entre les 2 voitures. Là, j'arrive à être 4e au général, au milieu de toutes voitures confondues, donc c'est assez impressionnant. Et le lendemain arrive la course numéro 2, donc là j'ai quand même la pression, je pars 4e sur la grille, et j'ai toutes ces voitures derrière moi, des voitures qui sont plus puissantes notamment. On est sous la pluie au Bugatti, moi c'était un rêve de rouler sur circuit, je suis un très très grand passionné, je pense que vous l'aurez tous compris. Donc en tant que grand passionné, Le Mans, ça me donne des frissons, rien que d'entendre le nom, quand t'arrives, que tu vois la pancarte Le Mans, tu roules sur les inaudières avant d'arriver sur le circuit, c'est un moment qui est merveilleux si tu veux. J'arrive là, je vois Steve McQueen, je vois Le Mans, c'est impressionnant. Course 2, je pars 4e, je finis 4e, je suis toujours premier de la catégorie et je fais un week-end de fou qui me permet de continuer de marquer des points et d'être vice-champion. Donc c'est sur sa dernière course que tu as le titre finalement? C'est ça. Tout à fait. Ah, donc l'histoire est quand même super belle. L'histoire est incroyable. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Parce qu'après un tel début en compétition... La suite, elle est un peu tragique. C'est que malheureusement, je manque de budget. J'avais pas de sponsor jusqu'à présent. J'ai quasiment tout financé de ma poche. Le Covid arrive. Le Covid arrive, tout simplement. Toutes les courses sont décalées. Le championnat est décalé. Va démarcher un sponsor, si tu veux, en lui disant, bon, écoutez, les courses, on sait pas trop quand est-ce que ça va être. On sait pas ce que ça va coûter. On sait pas combien on va pouvoir en faire. C'est impossible. Donc si tu veux, ça a été très compliqué. Moi, j'étais pilote amateur, j'avais fait qu'une seule saison. Tu peux pas trop parler de ton palmarès parce que bien que j'ai fait de belles courses et que j'ai un titre à la fin, je reste quand même un rookie et c'est très compliqué. Donc si tu veux, je trouve pas de sponsor. Je me dis bon, tant pis, c'est pas grave. Le sport auto, je mets de côté, je me consacre à fond dans le boulot et on verra plus tard. Et t'as continué quand même à faire des track days avec... J'ai fait beaucoup de track days. Ta fameuse Alpine, on peut en parler si tu veux. Maintenant, on peut en parler, tout à fait. La nouvelle A110, parce que t'as aussi la nouvelle. C'est quoi un peu l'histoire derrière cette voiture? Parce qu'elle est assez fantastique aussi. L'histoire de cette voiture, à ce moment-là, je suis en terminale. Mon père est toujours vivant à ce moment-là. Je rentre des cours. Non, le matin, je suis au lycée. Je vois un pop-up sur mon téléphone avec une notification. Alpine ouvre une application pour commander les nouvelles Alpines, les premières éditions. Donc ça, c'est en 2016, si je me souviens bien. On est en ce moment-là, en 2016, tout à fait. Donc je dis, putain, c'est un truc de fou. Je télécharge directement l'application, je le fais littéralement en cours. Là, j'étais en cours, j'avais mon téléphone sous la table et je regarde le truc, je dis c'est incroyable, il faut absolument le faire. Je vois qu'il y a 1955 exemplaires, à chaque fois que je quitte l'application, que je la réouvre, tous les numéros disparaissent. En fait, tu choisissais la couleur et le numéro de ta voiture, et à chaque fois, ça disparaissait. Je dis mais il faut foncer là, c'est un truc de fou. Petit aparté, 1955 par rapport à l'année de création d'Alpine. Tout à fait. Donc si tu veux, je rentre à midi chez moi pour déjeuner. Je vais voir mon père. Je dis, écoute, papa, on a la vieille dans le garage. Maintenant, il faut la nouvelle. J'ai dit, il y a Alpine qui vient de créer une application. Il faut réserver, il faut mettre un acompte. C'est temps. Il me laisse pas finir. Il me coupe la parole. Il me dit, fais-le. Fonce. Donc à ce moment-là, on choisit ensemble la couleur de la voiture et on cherche pendant 15 minutes un numéro. Donc il me dit numéro 110. Bien évidemment, il était pris. Numéro 1000, 2000, etc. Tous les numéros qu'on voulait, ils étaient pris. Et d'un coup, par hasard, je regarde les numéros aléatoirement et je vois marqué 1223.
Et j'ai une étincelle qui se passe. J'ai 2 fils qui se touchent dans mon cerveau. Je dis putain, c'est incroyable. 12, c'est mon chiffre porte-bonheur. 23, celui de mon père. Donc du coup, j'ai dit, bon, ben, on fait ça. On prend ce numéro et on fonce. Donc à ce moment-là, on a la réservation pour l'Alpine numéro 1223 qui était bleu Alpine, qui est toujours bleu Alpine d'ailleurs. Un peu customisé, mais elle est toujours bleu Alpine. Je confirme, parce que je l'ai vu tout à l'heure. Je mettrai des petites photos, des vidéos, tout ça. C'est ça. Donc si tu veux, à ce moment-là, la voiture est commandée. On n'a aucune nouvelle. C'est-à-dire que les mois passent, les années passent. La voiture, on me l'a livrée finalement fin 2018. Et pendant tout ce temps-là, un manque de communication énorme chez Alpine. À chaque fois, j'appelle les concessions, il n'y a personne qui est capable de me dire quoi que ce soit. Je vois que les journalistes peuvent essayer la voiture avant même que moi je l'ai essayé. Donc ça me rendait fou, j'étais comme un malade, j'essayais de regarder des vidéos sur internet. Les seuls trucs qu'on voyait, c'était des journalistes qui les essayaient. Moi, j'avais aucune idée de si la voiture était ne serait-ce qu'en production, quand est-ce qu'elle serait livrée. À chaque fois qu'on me donnait une date de livraison, bah, c'est repoussé parce que si, parce que là. Au final, ça devait être livré en janvier, la voiture, elle a été livrée en novembre. Et tous les mois, on me décalait, si tu veux. Donc à la fin, j'étais fou, j'ai pété un câble auprès de la concession. Je leur ai dit, vous foutez de ma gueule ou quoi? C'est pas possible, quoi. Moi, j'étais impatient. Il y en a qui ont acheté la voiture juste pour spéculer dessus, ils en avaient rien à faire. Moi, j'achetais vraiment la voiture par passion, je voulais vraiment rouler avec. Et par preuve, la voiture, aujourd'hui, elle a 45 000 km. J'espère ne jamais la vendre. Donc si tu veux, c'est vraiment une voiture passion. Et malgré ce délai, t'as jamais eu l'idée de retirer cette réservation? Bien sûr que je l'ai eu. Ah, tu l'as eu? Bien sûr, parce que j'avais un ami très proche qui avait une Porsche 718 Cayman S qui était la concurrente. À ce moment-là, je passe l'été avec mon pote avec la Porsche, il me passe la Porsche tout le temps. Je m'éclate avec et il me dit mais qu'est-ce que tu fous, Pierre? Dans tous les cas, le fric tu vas le mettre dans la voiture, donc annule ta réservation, prends une Porsche comme moi et on va s'éclater ensemble. Je me suis vraiment posé la question de le faire. Je me suis dit, écoute, fais pas ça. Il y a un côté sentimental avec l'Alpine. Tu l'as commandé avec ton père. Malheureusement, il est plus là. On a un numéro fétiche. Cette voiture, il faut la garder. Et à ce moment-là, il y a ma mère aussi qui me dit qu'il faut annuler le truc. Il y a un ami de mon père qui m'appelle, qui me dit, fais pas cette connerie, achète pas la voiture, tu vas perdre du fric, etc. Une voiture neuve, on perd toujours du fric. Dans ma tête, je me dis, écoute, non, déjà, j'ai du flair. Je me dis que la voiture, elle va gagner de l'argent parce que c'est une série numérotée, etc. Plus que pour l'aspect financier, ça, c'est autre chose. Mais je me dis que c'est vraiment quelque chose de supplémentaire que je partagerai avec mon père, que c'est peut-être le dernier truc que je partagerai plus ou moins avec lui. Et donc, du coup, je fonce. Je dis non pour la Porsche et je maintiens pour l'Alpine et je la reçois fin 2018. Et à voir ton sourire quand on l'a conduit tout à l'heure, enfin quand tu l'as conduit, j'étais derrière, j'étais à côté, je pense que t'as bien fait. Oui. Je pense que t'as vraiment bien fait. Oui, je vais pas en parler en détail parce qu'il y aura forcément des gens qui vont dire qu'il y a mieux que l'Alpine et c'est le cas. Seulement, on va pas se mentir, hein, je pense que je prends 10 fois plus de plaisir avec l'Alpine qu'avec la Porsche. Hein. Je regrette absolument pas d'avoir fait ça. Aujourd'hui, c'est une voiture qui est fabuleuse. J'ai fait, je sais pas combien de dizaines de cols de montagne avec. J'ai fait des dizaines et des dizaines de journées circuit. J'ai rincé, je sais pas combien de trains de pneus, les plaquettes, etc. C'est une voiture qui est fabuleuse. Elle est ultra polyvalente. J'ai fait beaucoup d'autoroutes avec. Qui est quand même confortable pour ce que c'est. Je confirme. Ouais. On est dans des baquets, mais franchement, on a l'impression d'être dans une voiture lambda, quoi. À côté de ça, aujourd'hui j'ai un Macan pour tous les jours. C'est une voiture qui est pas, certes, c'est un peu plus confortable quand même, mais l'Alpine reste quand même très confortable. On peut faire des trajets de 500 km avec sans aucun problème. Et en niveau consommation, on est à 7 litres au 100, donc c'est génial. Bernard Olivier, avec qui j'enregistre un épisode, tu as ton ambassadeur Alpine, je pense. Tu serais très content d'entendre ça. J'espère que tu écouteras cet épisode. Mais pour revenir un peu à la course, c'est quoi un peu tes projets de course? Parce que là, ça a été compliqué. Est-ce que tu vas reprendre? Alors, j'aimerais reprendre, tout à fait. J'ai un ami proche avec qui je roule sur une Ligier, une JS51 en ce moment. On fait quelques journées. Je le coach avec le peu de savoir que j'ai, mais j'arrive quand même à lui donner beaucoup de conseils. D'ailleurs, il évolue pas mal. On était au circuit de Spa-Francorchamps il y a 2 semaines de ça, sous la neige. On est au mois de mai, on était sous la neige il y a 2 semaines à Spa. C'était incroyable. Et on a fait ça et on va faire d'autres circuits dans l'année, je pense. Donc ça va être une expérience de plus qui va être très sympa. Et je suis un peu en train de préparer aussi en off ma saison pour l'année prochaine, qui, je l'espère, sera en compétition également. D'ailleurs, tu vas t'entraîner parce que tu pars en Allemagne demain. Tout à fait. Je pars demain pour faire un rallye touristique avec l'Alpine sur la Nordschleife. Pas mal. Je suis jaloux. C'est très sympa. Pour reprendre un petit peu le cours de ta vie et faire peut-être un petit retour en arrière. T'as 18 ans, ton père vient de partir. T'es forcément chamboulé par tout ça. Tu en as parlé tout à l'heure, mais il y a une personne qui t'a beaucoup aidé.
C'est C'est un acteur majeur, Philippe Douste-Blazy, qui est à ce moment-là, si tu veux, c'est quelqu'un pour qui j'ai une reconnaissance éternelle, qui était l'un des meilleurs amis de mon père. Ils étaient comme deux frères. Donc j'ai toujours Philippe a toujours été un ami très proche. Je le voyais très régulièrement, etc. C'est toujours le cas aujourd'hui. À ce moment-là, j'ai mon bac. Il m'appelle le jour même. Il me dit bon, Pierre, bien sûr, félicitations. Maintenant, on va prendre les choses en main. Je sais que t'es pas fait pour les études. On va prendre les choses en main, on va aller de l'avant. Si t'es d'accord, dans 2 jours, je suis chez toi et on discute de tout ça ensemble. Je dis pas de problème. 2 jours après, il est à la maison. On a une discussion très sérieuse ensemble où il me dit bon Pierre, j'appelle quelqu'un. Promets-moi juste une chose, c'est que s'il te demande de faire un truc, tu le fais. Je dis oui, y a pas de problème. Je pars 1 semaine après ça à Paris. J'ai pas de nouvelles. Juste, il appelle une personne pendant ce rendez-vous devant moi, une personne très très haut placée à la FIA, sans citer de nom, une personne très très haut placée. Il l'appelle, il lui dit ok très bien, comme si c'était son ami depuis toujours. En plus, moi, il me dit pas qui c'est. Toi, tu te rends pas compte de l'importance de la personne. Je me rends pas du tout compte de l'importance de ce que ça va déclencher surtout. Donc parce que toute ma vie actuelle en fait dépend de ce rendez-vous au final. Tout est parti de là. Juste pour resituer un petit peu à quel point Philippe Douste-Blazy et ton père étaient amis, c'est qu'ils se sont rencontrés sur les bancs de la fac de médecine. Tout à fait. Ils ont été médecins aussi sur le Grand Prix de Monaco. Tout à fait. D'ailleurs, tu m'as raconté une anecdote, je sais pas si tu t'en souviens. Ouais, je m'en souviens très bien. Ouais. Est-ce que tu peux raconter, parce qu'elle est géniale quand même. Elle est géniale. À l'époque, mon père et Philippe sont médecins sur le Grand Prix de Monaco. À l'époque, les pit lanes étaient ouvertes, c'est-à-dire que pas n'importe qui, mais beaucoup de monde pouvait aller dans la pit lane, se balader et faire un peu leur vie. Et d'un coup, mon père se retrouve face à face avec la Formule 1 de Ferrari dans laquelle était Niki Lauda. Donc Niki Lauda est casqué, il est dans la voiture, il fixe mon père droit dans les yeux, et il lui fait signe qu'il y a un truc avec le pneu. Mon père, si tu veux, il était pas du tout là-dedans et tout. Limite, il prend peur et il fait signe à Niki. Non. En gros, moi, j'y suis pour rien, quoi. Je suis médecin, quoi. Je suis médecin, me regardez pas, j'y suis pas. Et Niki le regarde, le fixe avec le doigt et il lui montre le pneu. Putain, mon père, le truc, ça dure apparemment 2 ou 3 minutes. D'un coup, mon père tourne la tête un peu à droite. Il voit Philippe à côté qui était explosé de rire, qui n'arrivait pas à s'en remettre. Mon père comprend pas, il se tourne. Bien sûr, derrière, il y avait toute l'équipe de Ferrari, si tu veux, qui était aux commandes, en train de régler le pneu, en train de tout régler, si tu veux. Mon père est bien passé pour un con à ce moment-là, je pense. Mais ça a beaucoup fait rire. Et je pense que même Niki, au fond de lui, il devait se dire, putain, mais va-t'en, j'ai fait un truc, mais... Mais je trouve que ça permet de bien situer, en fait, justement, à quel point ils étaient très proches. Ils étaient très, très proches. Et c'est vrai que c'était des anecdotes comme ça. Il y en a plein. D'ailleurs, je suis sûrement pas au courant, mais ils ont eu énormément d'anecdotes par le passé. Donc, tu montes à Paris. Je monte à Paris. Je suis à ce moment-là en stage chez Signatech Alpine pour continuer la passion. Pas si mal comme stage. C'est très sympa. J'arrive dans ce stage-là. Premier jour de stage, Philippe m'appelle pendant que je suis dans les bureaux de chez Alpine à Paris. Il me dit bon Pierre, j'ai un rendez-vous demain à la FIA, place de la Concorde à Paris. Il faut que tu y sois. Je dis écoute Philippe, c'est un peu délicat. Je suis en stage, c'est un très gros stage. C'est délicat de leur dire que je prends une journée ou un truc pour aller à un rendez-vous. Il me dit tu te débrouilles, je veux pas savoir, mais là c'est important, déconne pas. Donc si tu veux, un peu gêné et tout, je vais voir quand même la personne avec qui je travaillais chez Alpine en corrélation, si tu veux. Monsieur adorable qui s'appelle Gauthier Calmels, que j'ai beaucoup apprécié et avec qui je suis toujours parfois en relation. Bon, salut s'il écoute cet épisode. Tout à fait. Donc je vais voir Gauthier, je dis bon écoutez voilà, à l'époque je connaissais pas du tout, je l'avais vu 10 minutes avant, je dis bonjour monsieur, je suis un peu embêté, voilà, je vous explique la situation. J'ai un rendez-vous demain à la FIA pour mon futur. Je lui explique plus en détail la chose et je lui dis voilà, je suis vraiment désolé, je sais pas quoi faire. Je sais que je suis en stage chez vous, mais j'ai ce rendez-vous, j'ai l'impression que je peux pas le rater. Qu'est-ce que vous en pensez? Et il me regarde dans les yeux, il me dit mais t'es fou, fonce, vas-y, t'attends quoi? Il me dit bien sûr, tu prends ta journée, et on se débrouillera entre nous, c'est pas un problème, mais fonce quoi. Donc le lendemain arrive, moi je me mets sur mon 31, le plus beau costume que j'ai, je vais à ce rendez-vous avec Philippe, donc je rejoins Philippe chez lui, on va ensuite à la FIA, et là je me retrouve dans le bureau d'une personne très importante. Cette même personne. Et donc là les deux discutent comme s'ils étaient meilleurs amis depuis toujours. Moi je suis un peu à part si tu veux, parce qu'ils discutent pendant 20 minutes, moi de choses dont j'avais même pas la connaissance ou autre, pas forcément de l'automobile mais de leur vie en général. Et puis au bout d'un moment, cette personne-là me regarde,
coupe court à la conversation. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Là, je vois un monsieur qui est tout petit, mais qui a quand même une grande importance. Moi, j'ai 18 ans, j'ai les épaules qui n'existent même pas, littéralement. Et du coup, si tu veux, je regarde cette personne-là, j'ai dit, bah écoutez, voilà, je vous explique. Je pense que Philippe vous a un peu expliqué aussi ma situation. Je suis pas fait pour les études, il faut que je travaille, donc on discute un petit peu. Il me dit, écoute, Pierre, est-ce que tu parles anglais? Je lui dis, je vais être très franc avec vous. J'ai eu 5 de moyenne au bac en anglais. Je suis très mauvais. Il me dit, bon, très bien. C'est simple. Tu apprends l'anglais de la manière que tu veux. Tu retournes me voir et on te trouve un poste là où tu veux. Que ce soit en Formule 1 ou autre, on te trouve un poste. Moi, j'ai des étoiles plein la tête à ce moment-là, sauf que le truc, c'est que je parle pas un mot d'anglais et il faut que je sois bilingue. Donc, si tu veux, c'est un peu compliqué, quoi. C'est un rêve qui est pas inaccessible, mais qui est quand même très compliqué. Et il me parle d'un laps de temps qui est très court, qu'il s'agit de même pas 1 an. Donc, si tu veux, je dis, ça va être très compliqué cette histoire, mais on va le faire. Le rendez-vous se termine, très bien. Je retourne avec Philippe chez lui, on débrief. Et il me dit, bon, très bien, t'as pas le choix, t'apprends l'anglais. Il passe un coup de fil devant moi, une femme qu'il avait eue pour son fils à l'époque, qui était partie en pensionnat également, je crois que c'était en Angleterre également. Et il appelle cette femme, très gentille d'ailleurs, qui me trouve une école directement en Angleterre, et il me dit, bon, c'est très simple, en septembre, tu choisis où tu veux aller, mais par contre, tu vas en Angleterre. Tu as fait ce qu'on appelle les Foundation International Donc, en Business. fait, j'ai fait une Foundation International Business, tout à fait, au sud de Londres, à Brighton exactement. Entre nous, j'ai passé plus de temps à boire au bar qu'à étudier, mais j'ai eu le mérite d'apprendre l'anglais. Tu sais que j'ai appris l'anglais comme ça aussi, je vais pas te mentir. Je pense que beaucoup de gens l'ont fait également comme ça, hein. C'est la meilleure des solutions, c'est en parlant, en pratiquant, c'est la meilleure des choses, hein. Le seul problème, c'est que j'arrive du coup dans cette école, j'avais aucune envie déjà de le faire parce que j'avais jamais quitté ma maison, si tu veux, mes parents m'avaient plus ou moins couvé jusqu'à présent. J'étais littéralement très casanier, quoi. Je me retrouve au fin fond de l'Angleterre, je connais personne, je parle pas anglais, c'est l'enfer, j'ai envie de pleurer, c'est horrible, il pleut, c'est l'enfer absolu. Je rentre dans cette école qui est très élitiste, tout le monde parle anglais, il y a des gens internationaux partout, je suis le seul français. Le directeur vient me voir, il me dit, bon, très bien, monsieur Cave, on va faire un rendez-vous. Je comprenais rien de ce qu'il me disait déjà. Donc je le suis, je comprends qu'il faut que je le suive, je le suis. J'arrive dans son bureau et là, il commence à me parler, il me dit, ok, comment allez-vous? Et là, je lui réponds, je m'appelle Pierre Cave. Compliqué. Compliqué, il me pose la question 2 fois, je lui réponds la même chose. Il comprend que je parle pas un mot d'anglais, que les tests d'entrée, c'était mes beaux-frères qui les avaient fait en réalité. Donc mes beaux-frères étant bilingues anglais également, si tu veux, je suis rentré sans aucun problème dans cette école-là. Et moi, je parlais absolument pas un mot. Il me dit, je comprends, si tu veux, qu'il me dit en gros, ok, on se revoit dans 1 mois et on fait des débrief. Je vais en cours, le prof me parle, pareil, je comprends rien. Et là, je comprends rien de ce qui se passe. Comme si vraiment, il y a quelqu'un en chinois qui me parlait devant... l'horreur. C'était des toutes petites classes, on était 6, mais tout le monde parlait très bien anglais, tout le monde était bilingue, si tu veux. C'était des gens qui étaient là vraiment pour faire des études, comme si moi, en tant que Français, j'allais en première année d'université ou autre. Donc du coup, c'est très compliqué, je parle pas un mot. Très vite, j'apprends l'anglais quand même. Ça se passe en 1 mois. En 1 mois, je comprends ce qu'on me dit. En 1 mois, j'arrive à blablater un petit peu. Alors j'ai un anglais je le pratique plus très souvent, donc si tu veux, je suis plus bilingue, mais je le parle et je le comprends quand même. Si on dit souvent qu'il y a ce cap des 3 mois. C'est au bout de 3 mois vraiment que tu commences à avoir une bonne compréhension et un bon parler. Ouais, c'est ça. Il y a eu 3 mois bien où ça a été très compliqué, ça a été très chaud. Après, par contre, j'arrivais à parler très très bien et c'était plus un problème. Donc tu restes 1 an là-bas. Tu fais plein de rencontres parce qu'il y a plein de nationalités, tu touches à plein de choses. Je rencontre des personnes incroyables. Je suis dans une école de fous. Je rencontre des gens incroyables. J'ai toujours des très très bons amis de là-bas qui habitent à Paris maintenant, que je vois de temps en temps. Donc c'est assez fou. Et pendant cette année-là, on est au mois de décembre. Je me dis, en fait, je suis nul. Qu'est-ce que je fous là? J'ai rien à faire des études. Je suis pas fait pour ça. J'ai pas envie de bosser, de mettre la tête dans les cahiers tous les soirs. J'ai envie d'être sur le terrain. J'ai envie de faire quelque chose de moi-même. Qu'on arrête de me dire que je suis fils d'un tel. Je supporte pas ça. Et je veux faire quelque chose de moi-même et avancer là-dedans. Donc la FIA, tu balayes ça d'un revers de main un petit peu. Je balaye pas ça. Sur le moment, j'y pense même pas, si tu veux. Okay. Les choses n'avaient pas du tout la grandeur qu'elles ont aujourd'hui. Bien que ma société soit pas non plus un truc, une multinationale, mais si tu veux, ça commence à prendre une belle ampleur.
Aujourd'hui, si tu veux, je suis au mois de décembre. Je me dis, ok, 2019. très bien, 2019. Ouais. Je vais faire une société maintenant dans quoi? Où je suis bon. Je suis bon dans l'automobile, très bien, je fais de l'automobile. Et là, dans ma tête, je parlais beaucoup avec un pote d'enfance qui s'appelle Hugo Manzato, qui est toujours d'ailleurs champion de moto, qui fait de la motocross en professionnel. Et je me dis, en fait, putain, mais c'est avec lui qu'il faut que je fasse un truc. Il a le look blond, un peu surfeur, machin. C'est le genre de mec qui, aux États-Unis, si tu veux, il monte une boîte, il perce tout. Et les mecs, c'est le futur Steve Jobs, tu vois. Donc je me dis, c'est incroyable, on va faire un truc ensemble. Je l'appelle, je lui propose de monter une boîte ensemble. Donc là, tu vas avec ta motivation, ta naïveté, Ouais, tout ce c'est qu'on ça, veut, quoi. complètement. J'avais aucune expérience de rien. J'étais un débutant. Et je lui dis, écoute, on va monter une boîte, on va tout casser. Il me dit, ouais, pourquoi pas. Il était pas plus emballé que ça, mais il me dit, ouais, pourquoi pas, ok. Je dis, écoute, il y a un autre pote, je sais pas si tu te souviens, on était en classe avec lui en maternelle et en primaire. Antoine, il est passionné de bagnole, je l'ai eu au téléphone récemment, je sais pas si c'est ton cas. Est-ce que t'es chaud, on fait un truc à 3? Il me dit, ouais. À ce moment-là, on crée HPA. Hugo, Pierre, Antoine, qui est aujourd'hui le nom de ma boîte, HPA Motors. Donc, les trois, on se motive, on dit, ok, on fonce, on fait ça. Donc moi, je prends un peu la tête du truc, si tu veux. Je dis, ok, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. C'est quoi l'idée de départ? L'idée de départ, si tu veux, donc c'est toujours le concept actuel qu'on a un peu plus poussé, c'est de mettre en relation acheteurs et vendeurs pour de la vente de voitures et de motos à l'époque, de sport, de courses et de collection. Donc aujourd'hui, c'est toujours ce qu'on fait, sauf qu'on a éliminé le côté moto de l'histoire parce que c'était Hugo qui gérait ça. On verra pour la suite pourquoi il n'y a plus ça. Donc du coup, si vous voulez, je suis à ce moment-là avec ces trois personnes. Il se passe un mois ou deux et je m'aperçois qu'en fait, ils ont zéro motivation. Antoine, il a envie de reprendre une entreprise qui était une entreprise familiale, de travailler dedans. Il y travaille déjà, mais là, les choses commencent à être plus formelles pour lui. Hugo, toujours dans la moto, il a pas trop le temps de gérer ça, etc. Je m'aperçois très vite qu'en fait, je suis tout seul dans le bateau et que il faut que je continue l'aventure seul. Donc, je parle au gars, je dis, bon, les gars, c'est très bien maintenant, je vois que vous n'êtes pas motivés, vous pouvez me filer un coup de main, mais je monte la barque tout seul et je le fais tout seul. Pas de problème. Ce qui est bien, c'est que tu as vécu ce grand classique de l'entrepreneur très rapidement. C'est ça. Savoir s'associer, aujourd'hui, c'est toujours un vrai j'en suis challenge. content parce qu'avec toutes les expériences que j'ai eues par le passé d'associations qui auraient dû se faire, ça a été très compliqué. Ça s'est pas fait, mais bon, j'en suis content aujourd'hui. Donc, si tu veux, à ce moment-là, je suis en décembre, voire janvier. Les mecs sont plus là, moi je suis tout seul, et là je continue de monter la barque. Et là, il m'arrive un truc de fou. Je pars du principe que dans la vie, il faut tout essayer, tout le temps, et que de toute façon, on n'a rien à perdre. Comme je t'avais dit tout à l'heure, la vie est trop courte, il faut aller de l'avant. Donc, si tu veux, je suis sur LinkedIn, je vois des gens, des posts intéressants, etc. Je les demande en connexion, très bien, les mecs acceptent, parfait. Et je vois un mec qui m'accepte, et je vois marquer Le Bon Coin sur son truc. Je dis, tiens, qui c'est, qu'est-ce qu'il fait là-bas, et tout. Je me renseigne un peu, et je m'aperçois que c'est le fondateur du Bon Coin. Truc de malade. Petite plateforme que les gens utilisent un petit peu. Ouais, pour faire du troc en ligne. Vraiment, c'est une blague. Donc, si tu veux, un truc incroyable. À ce moment-là, je lui envoie un message. Je lui dis, bonjour monsieur, je suis en train de créer une société, j'aimerais avoir vos conseils. Est-ce que vous auriez un petit peu de temps à m'accorder? La personne me répond tout de suite. Moi, j'étais choqué, je m'attendais déjà pas du tout à ce qu'il me réponde. Et un message très gentil, bonjour Pierre, écoutez, ce serait avec grand plaisir. Est-ce que vous êtes disponible vendredi pour qu'on puisse s'appeler de telle heure à telle heure? Malheureusement, c'était une heure où j'étais en cours. Bon, je vais voir mon professeur à ce moment-là. Je dis, écoutez, j'ai un truc très important. Je suis en train de monter ma boîte. J'ai plus ou moins un mentor qui doit m'appeler à ce moment-là. Ça va durer, je pense, une demi-heure. Pendant une demi-heure, je serai absent des cours. Il me dit, il n'y a pas de problème, fais ta vie. Donc, du coup, à ce moment-là, j'ai cette personne au téléphone. Et moi, je connais rien à l'entrepreneuriat. J'étais pas du tout dans ce milieu-là. Si tu veux, mes parents, pour le coup, eux, oui. Mais j'ai jamais été vraiment dans tout ça. Je savais pas du tout comment ça se passait, etc. Je savais même pas, je savais rien de rien. Et cette personne-là me dit, écoute, déjà, pour commencer, est-ce que tu as un nom? Est-ce que tu sais ce que tu veux faire? Des questions bateau, si tu veux. Donc, je brode un petit peu. Il me dit, écoute, ce que tu peux faire, je sais pas, pour commencer, tu fais une page Facebook, une page Instagram et t'avances, quoi. Ok, bon, pas de problème. Il me donne quelques conseils très intéressants et tout. D'ailleurs, je l'en remercie. C'est lui qui m'a donné plus ou moins la force de continuer très rapidement. Donc, si tu veux, je commence à créer cette page. Au début, en fait, HPA, c'était pas du tout un site internet. Hein. On était sur un groupe Facebook
une page Facebook où j'appelais des mecs à droite à gauche que je voyais qu'il y avait des jolies voitures, et par le réseau aussi. Et je me démerdais pour les rentrer en vente sur mon site. C'était tout était gratuit. Je prenais juste une commission. Je les laissais décider de ma commission. Et puis, si tu veux, c'était déjà pour me faire mes armes et voir un petit peu comment ça se passait. Oui, mais ça t'a permis de faire ton test marché finalement. Tout à fait, exactement. Donc, si tu veux, je me retrouve avec des voitures très vite, avec des belles voitures. Je me retrouve avec des Lamborghini, des Ferrari, des trucs de ouf. C'était la clientèle que je visais, littéralement. Mais les mecs m'ont fait confiance. Aujourd'hui, moi, avec du recul, je sais pas si je ferais confiance à un mec comme ça, avec si demain j'ai ces voitures-là. Donc, si tu veux, je les en remercie d'ailleurs aujourd'hui. Et c'est le début de l'histoire HPA. À ce moment-là, je comprends très vite que j'ai envie de me foutre à fond là-dedans. Je mets de côté la FIA. Aujourd'hui, j'ai pas assez de recul pour dire que c'est une connerie ou pas. Quoi qu'il en soit, l'affaire tourne. On est en train de recruter. On a déjà recruté. Les choses vont très bien. Je regrette pas pour le moment. Peut-être que dans 10 ans, je te dirai, j'ai fait la connerie de ma vie. J'aurais jamais dû faire ça. J'aurais dû écouter cette personne et foncer. Mais bon. J'en doute un peu. Je t'avoue que j'en doute. Je l'espère. Non, j'en doute vraiment. Pour revenir un peu sur cette aventure entrepreneuriale, parce que t'en as expliqué les prémices. Tout à fait. Après cette page Facebook, t'investis dans un vrai site. Donc il y a un moment où tu t'engages. En fait, si tu veux, j'investis pas réellement parce que c'est moi qui fais le site. Là, à ce moment-là, je vais sur la plateforme Wix. Donc Wix, c'est un CMS comme WordPress. C'est un truc pour créer des sites pour débutants. C'est des sites qui créent des sites. Moi, j'étais absolument pas là-dedans. Je savais même pas du tout ce que c'était. Enfin, même un CMS, là, tu me parles presque chinois. Maintenant, avec le temps, j'ai appris ce que c'était. Mais si tu veux, à l'époque, c'était là, tu m'aurais vraiment parlé chinois. Et si tu veux, je connaissais rien de rien. Pareil, une fois de plus, je me dis bon, faut que je fasse un site internet. Comment on fait? Donc là, je me renseigne un peu, je vois que ça marche par Wix pour faire un site internet. Même pas, je crois que je tape sur internet, créer un site internet, je tombe sur Wix, premier lien. On l'a tous fait. Et voilà quoi. Donc là, je passe 2 mois de mon temps libre. Je sacrifie même des sorties en boîte de nuit. Donc là, t'es encore au Royaume-Uni. Je suis encore en Angleterre, tout à fait. Je sacrifie des soirées en boîte de nuit pour travailler. C'est un vrai sacrifice, quand même. À l'époque, ça l'était. Je te crois volontiers. Surtout à cet âge-là, ouais, de ouf. Complet. Et donc, si tu veux, je me retrouve à créer ce site internet où j'y connais rien. Je demande des conseils à droite à gauche, mais bon, si tu veux, ça a été très compliqué. Et à ce moment-là, j'ai les conseils d'un ami très proche qui s'appelle Jimmy Pagneux, qui est un photographe et un artiste, si tu veux, qui m'a créé mon logo d'ailleurs, qui m'a donné énormément de conseils, qui m'a donné beaucoup de force, qui m'aide beaucoup aujourd'hui encore, qui me fait beaucoup de shooting photo pour HPA, qui me donne des conseils. Il est en train de peaufiner sa carrière d'acteur également et Tu veux dire de metteur en scène? Oui, tout à fait. Okay. Il a créé une pièce de théâtre et il est en train de faire tout en sorte pour que ça fonctionne et qu'après le Covid, il puisse lancer la tournée. Tu me dis si je me trompe, mais je crois que tu as eu aussi le regard d'un entrepreneur à succès. Complètement. Qui est le créateur du Petit Ballon. C'est ça. En fait, c'est mon beau-frère. Mon beau-frère, Martin Wanessian, qui est le fondateur d'un site qui s'appelle Le Petit Ballon, que certains connaissent sûrement. C'est une entreprise où, en gros, ils font des ventes de vin en ligne. Donc, chaque mois, tu t'abonnes et tu reçois chaque mois une box chez toi avec 2 bouteilles de vin qui sont sélectionnées par un sommelier et où on t'explique un petit peu tout, la genèse de ce vin, d'où ça vient, comment il a été fait. On t'explique des conseils sur comment déguster le vin. T'as une vidéo avec ce sommelier Jean-Michel Deluc, qui est un ancien du Ritz d'ailleurs. Et c'est quelque chose de très très bien. Et Martin, je l'ai encore hier au téléphone, m'aide et me donne des conseils au quotidien, et je le remercie d'ailleurs. D'ailleurs, je crois qu'il est passé dans le podcast de Génération Do It Yourself de Mathieu Stéphanie, il y a pas longtemps. Exactement. Podcast que je vous conseille. Hein. D'ailleurs, Mathieu, si t'écoutes ce podcast, je te salue. Super podcast et effectivement, une aventure incroyable. Le Petit Ballon, c'est juste fou. Bah, lui, il a commencé il y a 10 ans et aujourd'hui, si tu veux, il a vendu une partie à vente privée à Grandjean, là encore à une autre personne, etc. C'est un entrepreneur à succès. Puis c'est lancé sans rien y connaître à la base. Je crois. C'est rien. Ouais, c'est ça. C'est parti d'un truc bidon, si tu veux. Il était en train de faire ses apéros avec ses potes et d'un coup il se dit putain, je sais pas comment on achète un vin, ça me saoule. On a toujours envie de boire du bon vin, mais on sait pas faire la différence. Et quand on arrive devant le rayon du supermarché, qu'est-ce qu'on choisit, qu'est-ce qu'on prend, est-ce que c'est le prix qui va faire qui va être bon ou autre? Et en fait, c'est en partant de ça qu'il a eu ce constat-là et qu'il s'est dit il faut que je fasse bouger les choses. Je pense que c'est important d'insister sur le fait que tu es bien entouré parce que un entrepreneur qui n'est pas entouré, pour moi, c'est une vraie erreur. Bah, c'est simple. Moi, si j'avais pas eu l'entourage que j'ai eu et que j'ai aujourd'hui, j'en serais jamais là. C'est une certitude. C'est une certitude. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est la réalité. C'est que
Demain, quiconque veut lancer son aventure, il faut s'entourer des bonnes personnes, écouter attentivement les conseils des autres. C'est la grosse connerie que j'ai pu faire à l'époque quand j'étais trop jeune. Je suis pas bien plus vieux maintenant, mais j'en ai pris du moins un petit peu de... en tout cas, j'ai appris ça de mes erreurs, et notamment du fait de pas avoir écouté certaines personnes au bon moment, de m'être lancé trop vite également. C'est quelque chose que j'ai fait dont j'ai fait une bêtise par le passé, mais bon, c'est fait. Ouais, mais t'as appris vite aussi, parce qu'en Angleterre, tu fais une autre rencontre avec une fille, je crois que tu rencontres, qui travaille dans un team. C'est assez amusant cette histoire. Je rencontre une fille qui s'appelle Charlène Robert, qui travaille à l'époque dans un team qui s'appelle CMR en GT4. Elle m'invite un jour pour une course de GT4 et du Blancpain sur le circuit de Brands Hatch. Et si tu veux, je rencontre cette fille. Par le passé, elle a changé beaucoup de choses parce qu'actuellement, c'est la sœur de ma copine, tout simplement. Donc si tu veux, je rencontre cette fille qui un jour, des relations de boulot, etc. Et je te parle de ça, c'était il y a du coup un peu plus d'1 an de ça. Je l'appelle, je lui dis écoute Charlène, j'ai besoin comme tu es un peu dans le marketing également, j'ai besoin de faire des visuels pour HPA, est-ce que tu pourrais m'aider? Parce qu'entre temps elle a changé de boîte, elle travaille pour ASCAP, elle travaille pour AKSP. AKSP, exactement. Qui sont en GT3 World Series. Okay. Tout à fait. Et donc je lui dis écoute, est-ce que tu peux m'aider à faire des visuels et tout, j'ai besoin de faire des plaquettes. Elle me dit non moi je peux pas le faire, j'ai pas le temps, j'ai trop de boulot en ce moment. En revanche ma sœur est là-dedans, elle est en train de finir ses études, elle va monter sa boîte dans le marketing et la communication, je te la présente. Je dis ok. Et à ce moment-là, elle me présente sa sœur, si tu veux. On a des relations de travail qui sont parfaites. Elle a exactement ce que je recherchais de quelqu'un pour le marketing. En plus des visuels que j'avais à faire, je m'aperçois que j'avais une vraie nécessité à avoir quelqu'un qui aujourd'hui occupe le poste de chargé de marketing de ma société. Et si tu veux, il se passe bien 2 mois, ou si tu veux, c'est uniquement professionnel. Après, la suite a fait que aujourd'hui, c'est l'une des meilleures rencontres que j'ai fait dans ma vie, et j'en suis très très heureux, très amoureux même. Mais cette fille que j'ai rencontrée en Angleterre en 2016, elle a eu une grande importance. Donc maintenant, elle est en charge du marketing. C'est ça, ma copine est en charge du marketing. Elle l'a été d'ailleurs avant même que les choses deviennent plus personnelles entre nous. Et maintenant, HPA Motors, qu'est-ce que c'est? Parce que on l'a expliqué un peu brièvement. Mais concrètement, quelle est l'expérience que va vivre un client chez HPA Motors? Alors, les choses ont changé. Aujourd'hui, HPA Motors, c'est avant tout un site internet. On n'a pas de garage à proprement parler, on n'a pas de véhicule en stock, voilà. C'est un site internet qui nous sert de vitrine, et on met toujours en relation acheteurs et vendeurs pour de la vente de voitures de sport, de course et de collection partout dans le monde. À savoir que la grosse plus-value qu'on a, c'est qu'on veut que le client ne se préoccupe de rien durant tout le temps de la vente ou de l'achat de son véhicule. Je m'explique. Pour la vente de son véhicule, il va nous appeler. Bonjour Pierre, je voudrais vendre mon véhicule, ma Ferrari par exemple. Comment ça fonctionne? Donc là, à ce moment-là, nous, on va déterminer avec lui si déjà sa voiture rentre dans nos critères d'éligibilité, si tu veux. C'est quoi un peu les critères d'éligibilité pour que les gens comprennent? Aujourd'hui, on est vraiment dans des voitures qui sont exclusives et rares. On essaye d'avoir des voitures qui soient vraiment dans ce domaine-là. Ça peut arriver qu'on ait des véhicules qui soient pas forcément chers en termes de prix, mais qui sont rares. Par exemple, j'arrive avec ma 205 GTI, mais une version spécifique, type version gris. Ça, par exemple. Ça, c'est faisable. C'est une voiture qui a été produite en série limitée, qui est très rare, qui est très recherchée par les collectionneurs. Il y a un vrai marché pour ce véhicule. Oui. T'arrives avec une 205 GTI, un litre 6, là, je te dis non. Qui reste une super caisse au demeurant, mais je comprends. En fait, si tu veux, ça va pas être intéressant pour nous, ne serait-ce que financièrement, si tu veux. Ça va nous faire perdre beaucoup de temps pour, au final, pas grand-chose, si tu veux, et ça va nous faire perdre en crédibilité. Plus que ça, c'est pas dans nos critères de base, si tu veux. On cherche vraiment de l'exclusif et de la rareté. Parce que votre modèle permet aussi bien pour le client que pour vous, il demande en fait d'avoir des marges qui sont résiduelles, mais sur des gros montants, c'est ça? Tout à fait. Ok. Tout à fait. Donc, pour rentrer plus précisément dans le concept, donc le vendeur, si tu veux, on se met d'accord sur le fait que le véhicule soit éligible. On édite ensemble un mandat de vente. Donc, si tu veux, nous, c'est quelque chose qu'on facture 300 € pour un mandat exclusif et 500 pour un mandat non exclusif. À savoir que s'il veut aller voir un autre professionnel ou pas, c'est ce qui fait que le prix change. Donc là, en ce moment-là, on se met d'accord pour mettre le véhicule en vente. On lui propose la possibilité ou non de réaliser un shooting photo par un professionnel pour la vente de son véhicule, pour le mettre en annonce. On a constitué un réseau de photographes partout en France disponible pour justement effectuer ça.
Et à ce moment-là, donc du coup, on s'occupe de mettre le véhicule en annonce, on gère tout. On a, par avance, nous, on s'occupe d'avoir toute la genèse du véhicule, tout son passé, toute son histoire, ce qui fait aujourd'hui la valeur d'un véhicule, hein. Son état, bien sûr, et d'avoir tous les carnets d'entretien, toutes les factures, etc., de façon à ce que le client, du jour où il nous a donné ces informations, il se préoccupe plus de rien jusqu'au jour où le véhicule est vendu. Donc c'est une prestation clé en main. T'as rien à faire. Tout à fait. En fait, si tu veux, donc là, le client passe par nous. On met le véhicule en ligne, on répond, on met les annonces, on gère les mails, on gère les appels, on gère les visites si besoin, et le jour de la transaction, on s'occupe qu'elle soit bien sécurisée. Donc si tu veux, ça c'est dans le cadre d'une vente d'un véhicule. Après, il y a le cas inverse, c'est-à-dire l'achat d'un véhicule. À ce moment-là, la personne ou une transaction basique, elle a vu le véhicule sur notre site internet, elle nous appelle, bonjour, j'ai vu le véhicule, je voudrais l'acheter. Donc là, c'est comme si tu allais dans un garage, c'est pareil. Mais c'est pas vraiment là où on va faire la différence. La différence, on va la faire dans le cadre où la personne recherche un véhicule, par exemple. On fait beaucoup de recherches personnalisées. La personne nous appelle en nous disant, voilà, Pierre, je cherche tel véhicule, une Alpine. Comment on fait? À ce moment-là, nous, on va avoir un gros rôle pour conseiller le client. C'est-à-dire qu'on va lui dire, voilà, tel modèle est mieux que celui-là, le moteur c'est mieux ça, l'année c'est mieux ça, la couleur, etc. Le but, c'est que la personne fasse une bonne affaire et qu'on la conseille de tout. On va gérer la négociation du véhicule, la recherche de ce véhicule-là. Si c'est un véhicule à l'étranger, on fait un import. On s'occupe de toutes les formalités administratives. On fait la livraison du véhicule sur le lieu de son choix, son domicile ou le lieu de son travail ou sur un circuit. On a des partenariats avec le circuit, notamment le circuit d'Albi, où on peut faire des livraisons dessus notamment. Donc c'est des choses qui sont importantes et de façon à ce que le client soit le plus content possible et bénéficie de tous les services dont il aura besoin pendant tout le temps de la vente. Donc en fait, si je résume bien et si tu me permets cette comparaison, mais en fait c'est rendre l'achat automobile aussi simple qu'acheter une baguette de pain, mais avec l'émotion en plus. C'est-à-dire préserver le côté vraiment, parce qu'on sait très bien quand tu achètes surtout une belle auto, mais n'importe quelle auto de toute façon, il y a quelque chose de sentimental, tu t'y attaches surtout quand t'es passionné comme toi ou moi, comme tous nos auditeurs. Il y a un vrai moment qui restera gravé. En fait, si tu veux, moi je veux redonner une autre dimension à la vente d'un véhicule. Je trouve que le concept d'aller dans un garage, c'est très bien, ça fait son temps, on va dire, de mon point de vue. C'est très bien, mais ça manque d'une certaine expérience. Moi, je sais que quand j'achète un véhicule, ce qui prime avant tout, c'est la livraison de mon véhicule. C'est le moment où je vais être le plus content. Je l'attends depuis des semaines et j'ai qu'une seule envie, c'est de vivre un moment exceptionnel le jour de la livraison de mon véhicule. Donc, si tu veux, c'est là où on mise tout. C'est-à-dire que le client, il aura une réelle expérience avec nous. Du moins, on fait tout pour lui faire vivre ça. Je sais que quand j'ai acheté ma Maserati, j'ai été très déçu. Je l'ai acheté dans un garage. Ils m'ont mis la voiture sur le parking. J'ai signé les papiers. Ils m'ont mis dehors en mode c'est bon, t'as ta voiture, tu te casses. Et d'ailleurs, je suis persuadé que t'as gardé ce souvenir-là associé à cette voiture pendant longtemps. Tout à fait. Ouais, parce qu'en fait, c'est normal. Ouais. C'est ce que tu viens pour acheter la voiture de tes rêves. Nous, on vend du rêve. Il y a aucune raison qu'on maltraite le client, si tu veux. Sinon, il passerait pas par nous. Aujourd'hui, si tu veux, moi, quand je vends un véhicule, je m'assure d'avoir les bons partenaires derrière. À titre d'exemple, un détail tout bête, on a fait un partenariat avec la maison de champagne Mom. Ils ont une cuvée exclusive qui n'est pas en vente sur le marché. Il faut que tu sois parrainé par des gens de la maison Mom pour avoir accès à cette cuvée. Nous, on a fait un partenariat avec eux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on propose à nos clients, enfin, c'est même pas on propose, quand on livre un véhicule, il y a une bouteille de cette cuvée qu'on fournit aux clients. Alors, une bouteille de champagne basique, c'est très bien. Mais là, si tu veux, quand on raconte l'histoire derrière, c'est une expérience en plus. Un exemple plus précis, on a vendu une McLaren il y a 2 ans. La personne était passionnée de cigares. On lui a offert une boîte de Cohiba avec, si tu veux, qui était des trucs très recherchés, etc. Et le client, au final, il était plus content d'avoir sa boîte de Cohiba que d'avoir la McLaren en face de lui, si tu veux. Je suis d'accord avec toi, c'est des petits gestes qui marquent. C'est des petits détails qui font la différence. Après, là, je parle de vraiment petits détails. L'expérience de livraison, c'est autre chose, mais il faut pas trop en dire pour laisser aux acheteurs la surprise. Le mystère. C'est ça. Tu le disais tout à l'heure, mais HPA s'est beaucoup développé. Complètement. Maintenant, donc, t'as des commerciaux qui travaillent avec toi. C'est ça. Et t'as eu aussi une expérience. T'as travaillé avec un de tes potes, Victor Jabouille. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est fait, en fait, cette histoire? En fait, on fait un retour en arrière. On arrive en 2019, je suis en train de créer la société HPA Motors. Je regarde une vidéo de quelqu'un que vous connaîtrez sûrement qui s'appelle Akram Ogé. Il fait un vlog sur un jeune qui, à l'époque, a 18 ans et roule avec une BMW Z8.
Dans ma tête, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qui c'est ce mec qui a 18 ans, il roule avec une Z8 et il passe partout comme un fou dans Paris avec Akram. J'imagine qu'à ce moment-là, la cote de la Z8 doit être un peu moins importante que maintenant quand même. Ça devait être quelque chose déjà. On était Ah sur ouais le même prix à peu près. Ah ouais. Donc vraiment cinglé, ok. Dans tous les cas, pour moi, la Z8, c'est la voiture de James Bond. C'est une voiture qui est mythique, qui est incroyable. Magnifique d'ailleurs. Donc ça m'interpelle. Et je vais faire des recherches sur ce truc. Et à la fin de la vidéo, donc cette personne-là, Victor, lâche son Instagram. Je vais voir et je me dis, putain, Jabouille, ça me dit un truc. J'ai déjà entendu ce nom quelque part. Franchement, je me mettrais des claques à moi-même si dans le passé, parce que c'est clairement pas personne. Et je m'aperçois, en fait, en discutant, donc je vais vers lui, je discute, et je m'aperçois qu'en fait, tout simplement, son papa est un ancien pilote de Formule 1 qui s'appelle Jean-Pierre Jabouille. Le parrain de Margot Lafitte, pour la petite histoire. Tout à fait. Donc là, à ce moment-là, on discute beaucoup avec Victor, et Victor m'apprend une anecdote amusante. Il me dit, écoute, j'ai entendu parler de toi. À l'époque, mon père a perdu un peu d'audition en allant rouler au Mans. Il a fait des essais avec une Matra et il a pas mis de boule caisse. Il a perdu une partie de l'audition une partie de l'audition, et en fait, le seul spécialiste en France qui a pu réussir à faire en sorte qu'il en récupère un petit peu, c'était son père. Donc, ça, tu m'avais pas raconté ça. Incroyable. Il me raconte cette anecdote, Victor. Je dis, mais tu déconnes, mais moi, j'étais pas au courant, si tu veux, et je trouve ça incroyable. Donc, il me raconte ça. Très vite, on se fait pote avec Victor. Et à ce moment-là, Victor roule en championnat Grip. C'était un championnat de monoplace en Italie. Et je me dis, écoute, il faut que je fasse un truc avec lui. Il est bon sur les réseaux sociaux et tout. Je vais le sponsoriser. Donc à ce moment-là, je me sponsorise pendant 1 an. Très vite, il est dans le Grip. Il me rappelle un jour, il me dit, bon Pierre, ça va pas. J'aime pas du tout ce championnat. Les voitures sont pas bonnes. Il faut que j'arrive en Formule Renault. Est-ce que tu connais quelqu'un qui peut m'aider? Je dis oui, bien sûr, je connais Laurent Lamolinerie, c'est le patron du team Lamo où je roule. Appelle-le de ma part, je te file ses coordonnées et fonce, quoi. Il l'appelle Laurent, ils roulent ensemble, ils arrivent à trouver un contrat ensemble, et Victor s'engage en V2V à l'époque, en Formule Renault 2 litres avec le Lamo, et par la suite, il a fait l'Ultimate Cup Series également avec eux. Donc si tu veux, j'ai une grande amitié qui se lie avec Victor, et très vite, on devient amis et même meilleurs amis. Donc on a un lien de frères littéralement qui s'installe avec Victor a également un petit frère qui s'appelle Pierre aussi. Donc tous les trois on forme une vraie team, si tu veux. On est H24 ensemble, on passe nos vacances ensemble, on se voit tout le temps, on s'appelle tous les jours. On est vraiment des frères. Et avec Victor, on continue moi j'ai ma société, Victor faisait des études, et très vite il me dit, écoute Pierre, ça m'intéresse ce que tu fais. Lui il a travaillé dans un garage qui s'appelait International Automobile à Versailles. Il me dit, écoute, je suis dans la vente aussi un petit peu, ça te dirait pas qu'on bosse ensemble sur HPA, qu'on s'associe et tout? Je lui dis, écoute, oui, je suis très chaud, seulement avant de s'associer, moi j'ai eu beaucoup de retours de mon entourage, comme quoi c'était pas forcément très bon. Ça peut l'être dans certains cas, mais c'est pas forcément très bon. Il faut que je lui dis, travaille avec moi, il y a aucun problème. Maintenant, on va pas s'associer tout de suite. Plus ou moins, fais tes preuves en gros, et on verra dans 1 an ce que ça en est. Et à ce moment-là, dans 1 an, si ça se passe bien, oui, on s'associe. Donc, on commence à travailler ensemble. Malheureusement, on avait des façons de penser qui étaient différentes sur nos visions du travail et des façons de faire, etc. Je mets ni la faute sur l'une ni sur moi. Les deux, on n'était pas d'accord sur des points, donc on a décidé d'en rester là, si tu veux, sur un point de vue professionnel. Victor est resté un très très bon ami. Encore hier soir, on a fait une soirée à la maison. Je trouve ça d'ailleurs super que vous ayez eu l'intelligence aussi jeune de distinguer les deux et de savoir que professionnellement ça collait pas. Tout à mais fait. Pour autant, en fait, on reste potes. Alors moi, je suis un très mauvais exemple en termes de pro perso, parce que même mes copines, si tu veux, ça a commencé par du pro, et Victor pareil. Je suis un très très mauvais exemple sur ça. En revanche, ce que je sais, c'est qu'il faut faire la part des choses entre le pro et le perso. Je veux dire par là, il faut faire la différence entre je bosse d'un côté et je m'amuse de l'autre. Pour moi, ça c'est quelque chose de très important, et l'amitié, ça passe au-dessus de tout, si tu veux. C'est quelque chose les relations humaines, si tu veux, c'est une de mes valeurs principales. C'est pourquoi j'ai dit à Victor, écoute, pour le boulot, ça passe pas, tant pis, mais on continue d'avancer. On garde cette relation qu'on a de fraternité, si tu veux, et voilà quoi. Ce qui est aussi positif, parce que j'imagine que ça t'a fait avancer aussi dans la société, mine de rien, ce passage. Moi, ça m'a appris, ça m'a donné une très grande leçon d'un côté, ça m'a apporté en expérience, et aujourd'hui, je prends ça comme quelque chose de positif complètement. On a parlé de bagnoles, on a parlé certaines de tes bagnoles, mais pour montrer à quel point ton goût est éclectique,
T'en as récupéré une récemment, Tout une à fait. MGB. Exactement, j'ai acheté il y a 3 semaines une MGB cabriolet. Et de quelle année? Elle est de 67, c'est une MK1, donc c'est les J'adore premières cette caisse. produites. Un vrai passionné de voiture doit s'intéresser autant aux anciennes qu'aux récentes. C'est quoi la config un peu? Explique-nous. Donc alors elle est rouge, c'est un rouge qui est un peu bordeaux, qui est magnifique je trouve. L'intérieur, en fait, moi ce qui m'a interpellé sur cette voiture, c'est qu'elle a un intérieur qui n'est pas forcément d'origine, mais elle a des sièges en velours. Et je trouve ça magnifique. Je crois que j'en ai jamais vu une avec des sièges. J'en avais jamais vu non plus. Et en fait, le fait est que j'en avais vu une qui était ma copine vit à Toulon. J'étais chez elle au moment où je suis un gamin, c'est-à-dire que dès que j'ai une idée en tête, il faut que ce soit fait dans la seconde. Je supporte pas d'attendre. Dès que je me dis qu'il me faut une voiture, il me la faut dans l'instant même et j'attendrai pas une semaine de plus, quoi. Donc à ce moment-là, je me dis ok, c'est bon, j'achète une MGB, c'est la voiture que je veux. Il faut que je la trouve vite. Donc je regarde les annonces, je fais toutes les annonces, ça me prend 1 heure, je trouve une voiture qui m'intéresse, j'appelle le mec, je dis écoutez voilà, je vais venir voir la voiture demain, est-ce que c'est possible? Il me dit oui. Donc à ce moment-là, je vais en voir une qui était grise. Et le mec, j'arrive sur le moment du rendez-vous, il me dit bon, je vous ai pas dit un truc, c'est que il y a 2 jours, il y a quelqu'un qui a essayé le véhicule et en passant sur le portail, il a tout arraché au niveau de l'échappement, il y a un bout de carrosserie qui est cassé, donc voilà. C'est une blague. Donc si tu veux, je prends le truc un peu, si tu veux, la voiture elle faisait un bruit, il y avait littéralement 2 bouts d'échappement qui étaient au niveau du silencieux qui étaient déconnectés. Donc si tu veux, la voiture faisait un bruit comme si elle avait pas d'échappement tout simplement. Mais t'as échappement libre quoi. Ouais, moi ça me faisait rire si tu veux. Mais je vais pas faire 300 bornes avec une voiture qui a un échappement libre. Donc si tu veux, le mec, je lui fais une proposition et puis après je le rappelle, je lui dis écoutez, je suis vraiment désolé, je fais clairement pas ça d'habitude, mais je reviens sur ma proposition, j'ai beaucoup réfléchi, je trouve que c'est pas raisonnable pour moi d'acheter votre véhicule, faites-le réparer, je vous aiderai même si vous voulez à trouver un client, mais en tout cas cette voiture est pas pour moi. Donc là si tu veux, j'avais rendez-vous le matin, il est midi, je me dis putain, c'est un peu chiant quand même ce truc, je voulais la voiture aujourd'hui. Donc là t'es super lent, on est d'accord là, parce que t'es contre tes habitudes, t'as pas eu cette voiture aussi rapidement. Donc si tu veux, je suis quand même vraiment tracassé, je me dis putain, c'est pas cool et tout. Je pensais l'avoir signé le truc aujourd'hui et avoir la voiture demain ou après-demain, c'est pas cool, il m'en faut une autre. Donc là si tu veux, je fais les annonces et je retombe sur une autre MGB qui est dans un garage à côté de Lyon et qui est celle que j'ai achetée du coup, qui est magnifique. Et à ce moment-là, l'histoire fait que ma copine devait aussi acheter un véhicule qui est une Mini qui était à côté de Metz. Moi, je devais aller à Paris pour régler des trucs de boulot. Donc je dis très bien, je fais une boucle, je monte à Paris, de Paris je vais à Metz, et quand je descends de Metz pour aller à Toulon pour te livrer la voiture, je m'arrête à Lyon pour aller la voir. Donc chose que j'ai fait, j'ai vu le véhicule, j'ai dit ok, je la prends. Et là tu m'as fait une transition parfaite parce que t'as parlé d'une Mini. Et je me souviens bien que tu m'avais dit dans la préparation, quand on a discuté au téléphone, qu'il y a une petite Mini que tu nous as mis en stage 4. Exactement. Alors explique-nous ce que ça veut dire mettre une Mini en stage 4, parce que moi je visualise pas trop le truc. Alors, ce que ça veut dire, c'est imaginer un petit con de 18 ans. Donc en fait c'est ton père qui te l'a offert oui. Quand t'avais 18 ans. Ouais. Okay. Imaginez un petit con de 18 ans qui vient d'avoir le permis, qui fait ses débuts avec une Twingo d'une couleur... discutable. Très discutable. Un rouge cerise qui part sur du violet, J'ai fait mes débuts sur cette voiture, qui est très très bien d'ailleurs. Je remercie mes parents de m'avoir mis à disposition cette voiture parce que j'ai pu tirer quelques freins à main qui étaient très drôles. Très vite, mon père un jour est à la maison, discute avec un ami à lui qui était dans la vente de voitures. Il dit écoute, ok, il a pas eu les résultats qu'il fallait à l'école, il a pas géré. Mais il lui faut une voiture parce que là, il taxe les voitures de tout le monde, on en a marre. Donc, tu te démerdes, tu lui trouves une Smart ou un truc. Voilà. Et moi, dans ma tête, je m'étais toujours dit qu'il me fallait une Mini un jour dans ma vie. Quand je parle de la Mini, je parle de la vraie Mini. La Mini des années, on va dire, à partir des années 60 jusqu'à 80. Et si tu veux, la Mini originelle, ça me trotte dans la tête. Sauf qu'à ce moment-là, moi, je connais pas les prix, je connais pas le marché, j'étais pas du tout dans HPA, j'avais pas les codes des véhicules en tête, si ce n'est que les codes des gros véhicules que pouvait avoir mon père dans sa collection. Mais la code des Mini, j'y connaissais rien, je regarde un peu sur Internet, je vois des prix délirants, 15 000, 20 000, 40 000 pour les plus chers. Je dis non, clairement, c'est pas du tout le budget que j'ai. J'ai 5 000 euros, ce qui est déjà très bien. Je peux pas faire ça. Et ça me tracasse quand même cette histoire. Donc là, un ami de mon père, enfin cet ami-là dit bon, j'ai une Smart en stock, vas-y, c'est bon. Je dis non, mais je veux pas une Smart, laisse-moi tranquille avec ça, je veux une Mini.
Je fais les annonces et je trouve une Mini. Incroyable. Elle était au-dessus du budget, mais elle était top. Elle était un bleu un peu turquoise, intérieur bleu aussi, mais ça, j'étais un peu moins fan. Mais bon, la voiture était nickel. C'était une 1300 en plus, elle était nickel. Je vais pour l'acheter, donc je vais voir le véhicule. On dit au mec qu'on la prend. Et puis la veille de la vente, je sais pas ce qu'il lui a pris au mec. Il m'appelle, il me dit bon, écoutez, il y a une fuite, j'annule la vente. Bon, truc bateau. Tu penses qu'il a cherché une excuse pour pas la vendre, quoi? C'est sûr. C'est sûr que oui. Je sais pas pourquoi, je sais pas quel est son motif, mais en tout cas, il a trouvé une excuse, ça c'est sûr. Le fait est qu'un caprice de plus, il me faut une Mini demain. Donc là, si tu veux, je me mets en tête qu'il me faut la Mini et je continue de faire les annonces une fois de plus. Je tombe sur la Mini que j'ai aujourd'hui, qui est magnifique. La voiture semble un peu préparée. Je me dis tiens, c'est intéressant, on va aller la voir. Et à ce moment-là, mon père a un ami qui est mécano. Je lui dis viens avec moi, on va voir la Mini. On y va, je m'aperçois que la voiture est complètement préparée. Elle était déjà à l'époque en stage 1 ou 2, je crois. Il y avait un échappement, il y avait un carbu, il y avait les ailes qui étaient élargies, des baquets à l'intérieur. Un truc d'idiot. Je dis c'est génial, c'est celle-là qu'il me faut. Donc du coup, si tu veux, à ce moment-là, j'ai 18 ans, j'achète le véhicule. Je me suis refait des économies depuis le karting, parce qu'à ce moment-là, j'avais mon karting. Je m'étais refait des économies entre-temps. Et je me dis, bon, ben, mes économies, maintenant, elles vont dans la Mini. Donc j'ai commencé à la préparer. Au point qu'aujourd'hui, c'est une Mini qui originellement fait 45 chevaux. Aujourd'hui, elle en fait 80. Et autant vous dire que ça marche sur une voiture qui fait quoi? Qui fait 600? Ouais, 600 kilos. 600 kilos, ouais. Ouais, c'est un vrai kart, quoi. Ah oui, complètement. Bah, surtout que c'est un karting maintenant qui a des baquets, qui a des ailes élargies, donc quand je te dis que j'ai tout changé, j'ai fait refaire le bloc parce que la voiture, elle avait pas le kilométrage qu'elle avait, mais tout le bloc a été rincé, donc du coup, on l'a fait refaire. J'ai changé la culasse, le pont, la roue à cam, l'échappement, le carburateur, le filtre à air, j'ai tout changé. Il y avait rien qui est d'origine sur cette voiture. Et à tel point que moi, ce qui me faisait marrer, c'est que j'ai, comme un idiot, redoublé ma terminale. Une fois de plus, j'étais pas bosseur, j'en m'en excuse. Quand j'avais le permis, j'allais en cours avec cette voiture. Et si tu veux, les gens pensaient qu'il y avait une énorme moto qui arrivait, sauf que c'était une Mini qui arrivait lancer plein de balles à 40 km/h. Et tu l'as encore, cette Mini? Je l'ai encore, ouais, je l'ai encore. J'adore cette voiture. Tu la roules à l'occasion? Bah écoute, il y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines, j'étais dans le sud de la France et j'ai fait pour le coup, j'ai bricolé dessus parce que il y avait un problème dessus mécanique, donc je bricolais, j'ai pas pu faire un tour avec, mais ça ne saurait que tarder. On a parlé de plein de caisses. Je vais te poser la question fatidique qui est super dure. À chaque fois, on se prend les pieds dans le tapis. Si tu devais garder qu'une seule voiture, parmi celles que tu as, ou peut-être une que tu as pas d'ailleurs, c'est possible, ce serait laquelle et pourquoi? Franchement, je suis incapable de te répondre. Incapable. Ok, donc je vais reformuler. Non, mais je vois le sens de ta question. Si tu veux, je suis tellement passionné. Et pour moi, une voiture, c'est plus que ça. C'est une histoire qu'il y a derrière. Par exemple, l'Alpine que j'ai, la 1600S, c'est l'histoire de la voiture. Il se trouve que c'était une voiture qui appartenait à la gendarmerie, j'ai oublié de te le dire. C'était une voiture, dans le dossier, on a des photos avec la police avec dessus, c'était la voiture de brigade d'intervention rapide. Ouf, ça par contre. C'est incroyable. Donc du coup, si tu veux, c'est l'histoire de la voiture qui fait que elle va me plaire en tout cas, et je pense que chaque passionné ici va se reconnaître. C'est ce qui fait sa marque. C'est une histoire, ça peut être une histoire de famille, c'est mon grand-père qui me l'a légué, ça peut être une histoire c'est la voiture de mon mariage, c'est la voiture que je rêvais d'avoir quand j'étais jeune et que j'ai eu plus tard, etc. Pour moi, je pense que la voiture parfaite, déjà, n'existe pas, ça c'est certain. Maintenant, c'est l'expérience que je vais avoir avec cette voiture qui va faire que ce sera la voiture de mes rêves, si tu veux. Certains diront une 250 GTO, oui, c'est très bien, mais aller utiliser une 250 GTO pour aller faire les courses, si tu veux, je pense qu'une voiture, elle doit être polyvalente, ma voiture de rêve doit être polyvalente. Je peux m'en servir presque tous les jours comme aller faire du circuit avec le week-end. Il faut que ce soit une voiture sportive et qui ait un minimum de place. Alors, en théorie, je vous dirais l'Alpine. Vous allez en avoir marre de l'Alpine, c'est sûr, mais bon, moi je les aime et c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, je trouve que l'Alpine, elle a tout sur ça. Sur le papier, elle coche toutes les cases. C'est une voiture qui est puissante. Elle fait 250 chevaux, mais elle est légère. Elle a des bons appuis. J'ai fait énormément de circuits avec et d'écoles de montagne. C'est une voiture qui est ultra performante. Elle a des très bons freins. À l'intérieur, on a un habitacle qui est très soigné. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont du Renault, ça c'est sûr. Il y a des commodos de merde, il y a des trucs à la con. L'interface multimédia, elle est périmée depuis 2005. Elle est périmée depuis qu'elle est sortie, de toute façon. Ah oui, mais d'ailleurs, Bernard Olivier, donc l'ex-CEO d'Alpine, me l'a dit ouvertement. Ça passera dans le vlog. Et il a dit, en fait, oui, on est conscient que c'est un peu de la merde.
mais on préférait mettre nos thunes et nos efforts sur autre chose en fait. Bah, bien sûr, Ce qu'on forcément. comprend tout à fait. Bah, en soi, quand tu achètes une voiture, tu l'achètes. Quand tu achètes une Alpine, tu l'achètes pas pour que tu aies le CarPlay dedans, tu t'en C'est fous. clair. C'est pour que tu aies une voiture qui avance, quoi. Donc, pour en revenir à cette voiture, esthétiquement, elle est ouf. À l'intérieur, elle est ouf. Le moteur est ouf. On demande quoi de plus? Je peux aller faire les courses avec. Là, on s'est garé devant chez moi. J'habite au milieu de Paris, dans une toute petite place. Mis à part prendre des fientes de pigeons, il n'y a pas grand-chose de plus qui vient me déranger. Ceci dit, tu l'as garé quand même très sereinement. À la Saoud. Ouais, très très chaud. Et tu vois, là, je vais revenir sur quelque chose que tu as dit et qui m'a marqué quand tu l'as dit. C'est que les voitures, c'est des histoires. Et finalement, moi, c'est un peu devenu mon métier, si tu veux, de raconter des histoires, en tout cas d'interviewer des gens qui racontent leur histoire. C'est ce qui me passionne et ce qui passionne mes auditeurs. Mais toi, ton métier, finalement, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire que tu mets en relation des acheteurs et des vendeurs. Tout à fait. Et finalement, un vendeur, il vend aussi une histoire liée à sa voiture. L'acheteur, il va acheter une histoire aussi qui va se créer avec cette voiture, mais il achète aussi l'histoire existante. Donc finalement, tu vois, il y a une similitude entre nos métiers, parce que mais tout à fait, je reviens toujours à la même chose. Bien sûr, et moi, quand tout à l'heure je t'ai parlé d'une voiture exclusive ou rare, c'est pas nécessairement le modèle qui va faire ça, son prix ou autre. Ça peut être son histoire. Admettons qu'on ait, je sais pas, récemment j'ai entendu une anecdote incroyable. Une Cadillac, je crois que c'était une Cadillac si je dis pas de bêtises, qui s'est vendue 5 millions d'euros. J'ai vu la voiture et je dis pourquoi elle vaut 5 millions d'euros? On est sur des tarifs comparables à une 250 châssis court chez Ferrari. C'est du délire, pourquoi? Et en fait, je me suis aperçu qu'elle appartenait elle est passée dans les mains de 3 acteurs différents, qu'elle a été entièrement restaurée, qu'elle a eu un passé de malade mental, si tu veux. C'est son histoire qui fait tout son prix. Et aujourd'hui, on le sait de toute façon. Si tu achètes la Mustang Bullitt de Steve McQueen, elle s'est vendue, je sais plus combien, des centaines de milliers, ou si ce n'est pas des millions l'année dernière, si je dis pas de bêtises. C'est le passé de la voiture et c'est son histoire qui va faire ça. Pour moi, il y a autant à raconter d'un tableau, par exemple, que d'une voiture. C'est quelque chose qui a une histoire, c'est son passé, c'est pourquoi il a été créé, comment il a été créé, où il a été entreposé ce tableau, et la valeur sentimentale qui va lui être attachée. Pour finir ce podcast, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter avec HPA Motors, à part raconter encore plein de belles histoires, et même pour toi à titre perso? Beaucoup de réussite. Moi, avant tout, HPA, c'est une expérience de vie. Aujourd'hui, je le prends comme ça. C'est vous dire que je fais pas ça pour l'argent, ce serait une partie de bêtise parce qu'il y a quand même un aspect financier là-dedans. Il faut pas se le cacher. Maintenant, c'est la passion et mon expérience qui prime sur ça. Aujourd'hui, ce qu'on pourrait me souhaiter, c'est de prendre beaucoup de bonheur avec ça, de rencontrer des gens qui sont passionnants, comme je le fais au quotidien, et que ça dure de longues années et que je puisse être heureux le plus longtemps possible et vous en faire profiter également si jamais un jour vous faites appel à nos services. Et j'en suis sûr que tu t'occuperas très très bien. Je ferai le maximum. Des futurs clients qui viendront taper à ta porte à HPA Motors. Bien sûr. En tout cas, merci beaucoup Pierre. C'était super. C'était super aussi le petit passage en Alpine qu'on a pu faire avant. Tu es le bienvenu. Cette voiture, et je te dirai pas à toi, mais en tout cas. Je me suis rendu compte à quel point elle marchait bien aussi. Oui. Elle a une santé quand même. Ah oui, elle a la santé. Ouais. À très bientôt Pierre. Merci Yann et à très bientôt. Ciao. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur Apple Podcast. C'est gratuit, il faut juste un iPhone ou un Mac. Un seul commentaire suffit puisqu'il n'est pas assigné à un épisode précis, mais à l'ensemble du podcast, ou simplement à le partager, ça m'aide énormément à gagner en visibilité. D'ailleurs, j'ai décidé de vous lire un commentaire à la fin de chaque épisode. Aujourd'hui, c'est Tuxo Fury qui écrit « J'ai découvert ce podcast avec l'épisode d'Adrien Parasol, grand passionné de voitures depuis petit, et un peu plus tard de moto. Je prends à chaque épisode un grand plaisir à écouter toutes ces histoires et anecdotes qui renforcent toujours plus ma passion. En voiture, à la salle de sport, en cuisinant, dès que l'envie me prend, je lance un épisode et je m'évade. J'oublie le quotidien. Merci Yann. » Écoute, Tuxophorie, merci beaucoup. Je suis ravi de lire, effectivement, et puis vous pouvez me le dire au quotidien sur Instagram quand vous m'envoyez des messages. D'ailleurs, je réponds toujours. Vous avez tous vos petites habitudes pour écouter dans la boîte à gants, et ça, c'est trop cool de savoir un petit peu que ce podcast voyage avec vous, vous suit un peu dans toutes vos activités du quotidien. Effectivement, en voiture, salle de sport, en courant, en cuisinant, en faisant du jardinage. Du repassage, je ne sais quoi. C'est l'avantage de ce format, c'est qu'effectivement, ça peut se consommer un peu à tout moment et en toutes circonstances.
En tout cas, merci beaucoup pour ce message et j'en profite pour saluer Adrien Parasol, puisque tu y fais allusion. Un épisode super que je vous conseille d'écouter si c'est pas déjà fait. Pour découvrir les coulisses du podcast, vous pouvez me suivre sur Instagram @dbg_podcast et découvrir les vlogs sur la chaîne YouTube Dans la boîte à gants. Pour l'instant, il y a seulement le vlog qui correspond à l'épisode que j'ai enregistré avec Adrien Parasol qui est en ligne, mais un autre arrive dès la semaine prochaine. Pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et sur YouTube, à activer les notifications pour ne rien rater des prochains épisodes, et vous pouvez découvrir les épisodes qui sont déjà sortis, il y en a actuellement 49. Sur ce, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.